Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. J'imagine que vous m'entendez, parce que moi j'ai le retour dans l'oreille et ça frappe fort. Asseyez-vous s'il vous plaît, on va fermer la porte pour commencer la table ronde. Donc une table ronde qui va porter aujourd'hui sur tout ce qui est régions éloignées et tout ce qu'on peut mettre aussi derrière régions éloignées. Et c'est des régions éloignées qui ne sont pas toujours si éloignées que ça non plus. Je me présente, donc Rudolf de Patureau, je suis conseiller cadre au CCT du CHUM et essentiellement je suis le gestionnaire de la communauté de pratique dont vous avez le statutaire tous les mardis matins animé par notre cher Mathieu. Donc on va commencer, je vais vous présenter nos deux panélistes qui vous feront des courtes présentations sur la thématique des soins cliniques, télésanté bien sûr, par rapport aux régions éloignées. Et puis après, on entamera une discussion avec nos panélistes et vous-même par rapport à ces régions-là, leurs problématiques, la télésanté. Donc, je vous présente tout d'abord le docteur Stéphanie Marsan. Je la connais bien parce qu'elle est au CHUM. Elle est médecin de famille, je crois bien. Hein, et puis, elle travaille au service de médecine des toxicomanies du CHUM. Et elle a fait beaucoup de projets via télésanté avec les communautés autochtones. Madame Gagné, qui nous vient de Gaspésie et qui vous travaillez dans le domaine technologique, c'est ça, avec la télésanté. Je voudrais quand même que, quand on parle de régions éloignées, on parle de quoi d'abord? Imaginez-vous que vous avez des gens dans la salle qui ont dû prendre 4 avions pour venir ici aujourd'hui. 4. Pas 1, pas 2, pas 3, 4. Ça déjà, ça vous dit un petit peu le contexte dans lequel vivent les régions éloignées. Quand on parle de régions éloignées, c'est quoi? Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie, la Côte-Nord, ce qu'on appelle le Grand Nord. Alors j'ai regardé, c'est la moitié du territoire québécois pour 45 000 habitants seulement. Et puis bien sûr, les îles de la Madeleine. Donc ça, si vous avez les régions. Mais on verra aussi que régions éloignées, tout de suite, on va penser le Grand Nord. Mais parfois, les régions éloignées ne sont pas si éloignées de nous que ça non plus. Donc, je vais commencer par passer la parole au docteur Marsan, qui va vous faire une présentation sur son expertise clinique, télésanté versus régions éloignées et communautés autochtones. À vous, docteur Marsan. Bonjour. Alors, merci de l'invitation. Alors, je vais passer un petit moment juste pour vous parler un peu de notre projet qui a été une co-construction de trajectoire de soins en télésanté entre la communauté autochtone de l'Estigouche, le CIS de la Gaspésie et le CHUM. On voulait vraiment faciliter l'accès aux soins ambulatoires en médecine des toxicomanies pour une clientèle autochtone en région éloignée. Alors, juste pour vous donner un petit peu de contexte, la communauté de l'Estigouche est une communauté Mi'kmaq d'environ 3000 résidents. C'est une communauté anglophone qui est entourée de communautés francophones qui se trouvent à être en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs. La communauté a un service de santé communautaire avec des soins infirmiers, un travailleur social, plusieurs différents intervenants, mais il n'y a pas de médecin. C'est une communauté qui a été durement frappée par la crise des opioïdes, comme beaucoup d'autres communautés à travers le Canada. Cependant, pour avoir accès à des services pour les membres de la communauté qui souffrent de troubles d'usage aux opioïdes, il faut aller à Maria. À Maria, qui est à 1 heure de route, où il y a un médecin prescripteur pour toute la péninsule gaspésienne. Alors, on s'entend qu'il faut faire 1 heure de route pour aller voir ce médecin-là. Il y a des longues listes d'attente parce que c'est le seul médecin qui offre ce service. Les services sont majoritairement en français, puis c'est une communauté anglophone. Puis, veut pas, hein, les Autochtones ont une grande méfiance envers le système de santé parce que les soins ne sont pas nécessairement culturellement adaptés. Alors, la communauté était très intéressée à avoir un programme au sein de leur communauté. Maintenant, le CHUM a un mandat suprarégional et a un service de médecine des toxicomanies. Et en 2019, on a été invité à aller rencontrer la communauté à l'Estigouche pour rencontrer le conseil de bande, les professionnels du centre de santé, les membres de la communauté pour parler de la crise des opioïdes, puis pour essayer de trouver des pistes de solutions. Alors, dans ces discussions-là, on a commencé à parler de la télésanté, chose qui ne se faisait pas en toxico à ce moment-là.
D'ailleurs, le collège ne voulait pas qu'on ait des services en toxico parce que ce n'était pas vu comme étant sécuritaire. Alors, on s'est dit, tous ensemble, peut-être qu'on pourrait faire quand même un projet. Ça va être un projet de recherche clinique, puis on va essayer de démontrer que c'est faisable, puis que c'est sécuritaire. Bien entendu, on ne voulait pas non plus dupliquer les services qui étaient déjà offerts sur le territoire de la Gaspésie. On voulait travailler puis co-construire quelque chose ensemble. Alors, on a aussi impliqué le CIS de la Gaspésie dans le projet, dont le médecin prescripteur qui faisait partie du GMFU à Maria. Donc, ensemble, on a vraiment pris le temps de co-construire une trajectoire qui faisait du sens pour tout le monde. On ne voulait pas dupliquer les services, on voulait bonifier et s'assurer que l'accès était facile. Donc, pour tout patient de la communauté qui avait un problème de toxicomanie, il se rendait au centre de santé. S'il était déjà inscrit au GMFU de Maria, il y avait son médecin de famille. Alors là, il y avait un rendez-vous qui était donné, soit en présentiel, soit par Teams. Le patient était vu par son médecin qui avait des connaissances en toxico. Puis s'il y avait des soins tertiaires qui étaient requis, bien à ce moment-là, il faisait appel à notre équipe. Par contre, si le patient venait au centre de santé, il n'était pas pris en charge par le GMFU. À ce moment-là, le rendez-vous était pris directement avec le service de médecine des toxicomanies du CHUM. Le patient se rendait au centre de santé, il était accompagné d'un intervenant, mais ça pouvait être aussi un guérisseur, un aîné, une personne de confiance, et il se connectait sur Teams avec l'équipe du CHUM, dont un médecin puis une infirmière. Ensemble, on faisait l'évaluation, ensemble, on développait un plan de traitement qui avait du bon sens pour tous, en impliquant aussi les ressources qui étaient déjà existantes dans la communauté et aux alentours. Alors, c'était un projet de recherche clinique. Alors, pour le volet clinique, on voulait vraiment axer nos efforts sur la co-construction de la trajectoire, de vraiment travailler ensemble pour que ça ait du sens pour toutes les parties prenantes. On voulait aussi offrir un soutien à toutes les parties prenantes, donc que ce soit le CHUM qui offre un soutien pour le CIS et pour les CIGouches, que le CIS offre aussi un soutien pour le CHUM et pour les CIGouches, et les CIGouches aussi qui offrent un soutien pour les deux autres partenaires. On voulait aussi miser sur le partage des connaissances. Alors, tout le monde avait des choses à apprendre, tout le monde avait des choses à offrir au niveau des formations. Puis, on a vraiment aussi misé sur l'établissement de relations entre les institutions. Alors, avant même de co-construire cette trajectoire-là, notre équipe est allée sur les lieux à l'Estigouche pour bien comprendre les enjeux, pour rencontrer les gens. L'Estigouche est venu au CHUM et le médecin de famille qui offrait des services à Maria avait fait plusieurs mois de stage sur notre unité au CHUM. Donc, on se connaissait tous très bien. Puis ça a été vraiment facile. Puis je pense que c'est vraiment une des clés à la réussite, c'est le fait qu'on se connaissait bien, qu'on a pu vraiment co-construire cette chose ensemble, puis l'adapter aux besoins. Finalement, on voulait aussi offrir des services qui étaient adaptés culturellement. Puis finalement, on voulait, au niveau clinique, identifier les choses qui fonctionnaient bien, les obstacles en télésanté pour la médecine des toxicomanies. Bien entendu, c'était un projet de recherche qui a été chapeauté par ma collègue Dr. Annie Talbot, où on voulait identifier les facteurs de succès, déterminer les impacts, analyser la portée médico-économique. Puis là, je vois que le temps file, alors je vais me... Alors, on a avec des outils qualitatifs, des outils quantitatifs. Alors, on a fait un scan environnemental pour commencer, pour comprendre un peu l'état de la situation, quels étaient les services qui étaient disponibles. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des services sur le territoire de la Gaspésie. Il y en avait quand même pas mal, mais c'est un territoire qui est très vaste. Alors, pour accéder aux points de service pour la communauté de l'Estigouche, c'était difficile. Et les services étaient en français, quand c'est une communauté anglophone. Il y avait des services au sein de la communauté, mais c'était des services très limités. Il y avait un agent du Programme national de lutte contre l'abus de
d'alcool et de drogue pour les Autochtones. Il y avait un intervenant pour les alcooliques anonymes, mais c'est pas mal tout. Alors, les ressources existaient, elles étaient mobilisées, mais il n'y en avait pas assez. Puis, bien entendu, avec la COVID-19, ça a eu un effet vraiment dévastateur pour la communauté. Il y a eu de plus en plus de problèmes au niveau de la santé mentale, au niveau de la consommation. On s'est rendu compte que les membres de la communauté consommaient plusieurs différentes nouvelles substances, plusieurs différents nouveaux opioïdes. Puis au niveau de la santé mentale, c'était très, très difficile pour la communauté. Puis il y avait un manque d'accès à ces services-là aussi. On a fait une analyse économique, puis on s'est rendu compte que finalement, le coût de la télésanté était vraiment comparable au coût des soins ambulatoires du CHUM. On n'est pas allé voir le coût du patient, ça n'a pas été pris en compte, mais vraiment pour les soins, c'était vraiment équivalent. L'étude rétrospective des dossiers nous a démontré qu'au fait, les patients venaient à leur rendez-vous. Il y avait peu de rendez-vous manqués, peu de rendez-vous annulés. Il y avait une bonne adhérence au plan de traitement. Il n'y a pas eu de complications pendant l'étude. Donc, sécuritaire, c'est ce qu'on voulait démontrer. Nos entrevues semi-dirigées par la suite ont démontré que tous les partenaires se sont appropriés la trajectoire de soins au fil du temps, puis que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'établissement précoce des relations a vraiment été la clé à la réussite pour co-construire une trajectoire de soins puis faciliter l'adaptation. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Bien, que le partenariat et la co-construction sont clés à la réussite. Il faut aussi considérer tous les acteurs et leur impact pratique sur la trajectoire. Ce que je veux dire par ça, c'est que au début, quand on a mis cette trajectoire-là en place, on pensait que la communauté voulait avoir les services au centre de santé dans la communauté. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines personnes pour qui ce n'était pas quelque chose qu'ils voulaient parce que l'anonymat n'y était pas. Les intervenants qui offraient le service, c'était peut-être la cousine, la tante d'un certain patient. Donc, ils voulaient les services, mais ils ne voulaient pas nécessairement que la famille soit au courant. Alors, ce sont les membres de la communauté qui sont allés voir le CLSC, qui était de l'autre côté de la rue de la Réserve, et qui a organisé pour que le CLSC nous contacte. Puis ils nous disent, bien, écoutez, on a entendu parler de ce programme-là pour les membres de la communauté des Sigouches. Est-ce qu'on peut en faire partie? Et puis, oui, ça va être pour la communauté, mais on veut en faire partie aussi. Puis alors, on a été capable d'aller rejoindre beaucoup plus de gens de cette façon-là. Ce qu'on a aussi appris, c'est qu'il faut être conscient et réaliste des capacités locales. Pour nous, on pensait que les infirmières allaient être très impliquées. On allait pouvoir avoir des signes vitaux, les prises de sang, ça allait être facile. Finalement, bien entendu, avec la COVID, les infirmières ont été prises avec la vaccination, avec les aînés. Donc, l'accès aux signes vitaux puis aux prises de sang, il a fallu justement essayer de trouver d'autres façons. On a fait affaire avec le CLSC. Puis, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il faut quand même bien promouvoir l'offre de service. On pensait que là, une fois qu'on avait mis ça en place, ça allait bien fonctionner. On offrait un service puis que tout le monde allait nous contacter. Ça n'a pas été le cas. Ça a été vraiment du bouche à oreille. Alors, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Puis le plus important, c'est qu'il faut partir du besoin du patient, de la communauté, puis des professionnels qui y travaillent, parce que c'est vraiment la communauté qui est au cœur de la réussite. Comme prochaine étape, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est renforcer la trajectoire de soins qui existe, mais on est en train de trouver du financement pour vraiment déployer cette offre de service-là à l'ampleur du Québec, alors pour toutes les communautés au Québec. Et puis, alors, en terminant, je veux juste remercier tous les contributeurs, les collaborateurs, nos partenaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Marsan. J'ai une question pour la salle. Est-ce que vous savez combien ça coûte à un patient de venir se faire soigner à Montréal quand on habite Gaspé? Qui dit mieux?
Alors, j'ai bien le fait de venir pour un rendez-vous en clinique externe dans un hôpital de Montréal. Combien ça coûte aux patients? Pas au système de santé, aux patients. Combien ça coûte? Le coût de l'avion, oui. La nourriture, l'hébergement. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de valeur? 1 200 $. Qui dit mieux, qui dit moins? Voilà, 2 000, 5 000. Alors, on a fait des calculs médico-économiques au CHUC parce qu'on a créé ce qu'on appelle une matrice économique qui permet de chiffrer tous les coûts évités grâce aux soins virtuels. En modélisant l'absence au travail, potentiellement, le fait d'avoir quelqu'un de sa famille avec qui on voyage, le fait de devoir prendre une chambre d'hôtel, parce que tout le monde n'a pas des amis à Montréal, il ne faut pas le croire, le fait de devoir, bien sûr, manger, le fait de devoir aussi se déplacer à gauche à droite, on est arrivé que le coût moyen pour un habitant de Gaspésie, s'il vient ou CHUM pour un rendez-vous de 15 minutes 23 secondes en clinique externe, c'est 1 000 $. Ça coûte aux patients 1 000 $ de venir pour un rendez-vous en clinique externe dans un établissement de Montréal. Voilà aussi la réalité des régions éloignées, c'est que le coût socio-économique pour le patient est monstrueux. Et c'est pour ça que l'initiative de recherche de Dr Marsan, par exemple, en médecine des toxicomanies, est essentielle, parce que le coût pour la société est énorme. Maintenant, je vais passer la parole à Madame Gagné, qui va nous faire part de son expérience en Gaspésie. Bonjour. Moi, j'ai préparé une mini-présentation parce que j'ai été interpellée un peu sur le tard. En fait, moi, je suis pilote technologique en télésanté depuis 2019 au niveau de la téléconsultation ou la télésanté. Donc, juste faire un gros pourquoi qu'on s'est penché sur l'utilisation de la télésanté. Donc, les patients le demandent, la technologie le permet maintenant, ce qui n'était pas le cas auparavant. Certains patients refusent les déplacements parce qu'ils ont des problèmes financiers, ils n'ont pas le soutien, ils n'ont pas la personne pour les accompagner, ou ils ont des problèmes sociaux, ils ne se sentent pas bien en dehors de chez eux ou en dehors de leur milieu. Ça, c'est évident. Certains patients refusent dû à leur état de santé précaire. Il y en a qui ont mal dans le dos, il y en a, bon, donc faire de la voiture 3 heures de temps, 6 heures de temps, ils ne sont pas capables. Donc, on vit aussi des bris de service dans certains domaines, entre autres en orthophonie, parce qu'on n'a pas les spécialistes, donc les gens doivent se déplacer, puis on a décidé d'y aller vers la télésanté pour essayer d'offrir ces services-là à tout le monde. Je pèse sur le bouton au milieu. OK. Bon. Donc, en fait, la téléconsultation en oncologie, ça fait depuis au moins 5 ans. On en faisait même avant la pandémie. Parce que nous autres, en oncologie, donc pour les traitements pour le cancer, les gens doivent se déplacer à Rimouski parce qu'on n'a pas de spécialistes en oncologie en Gaspésie. Donc, on n'a pas d'oncologue, urologue, etc. Donc, les patients de la Gaspésie doivent se déplacer à Rimouski pour un premier rendez-vous, pour un deuxième rendez-vous, pour les traitements, pour l'après-traitement, pour un contrôle, etc. Donc, là, on a misé sur la téléconsultation avec l'accord des oncologues de Rimouski, voir s'ils accepteraient de rencontrer les patients par téléconsultation, pas pour le premier rendez-vous, mais pour les rendez-vous où est-ce que c'est possible. Donc, selon le type de rendez-vous. Donc, puis selon aussi les patients, c'est sûr, il faut que les patients acceptent aussi cette modalité de consultation-là. Donc, c'est sûr que ça réduit les coûts et le temps de déplacement pour les patients et leurs proches. Donc, au lieu de se déplacer à Rimouski, ils se déplacent dans un des 4, on a 4 hôpitaux en Gaspésie, donc ils se déplacent dans un des 4 hôpitaux, donc soit Maria, Gaspé, Saint-Anne-des-Monts ou Chandler. Ils sont accompagnés par l'infirmière pivot pendant la consultation. Donc, il y a une professionnelle qui est là pour les accompagner pendant la consultation avec l'oncologue, qui est capable d'expliquer ensuite, de reformuler qu'est-ce que l'oncologue a dit, ou etc. Donc, quand ils vont à Rimouski, dans le bureau de l'oncologue, ils sont tout seuls, donc souvent, ils reviennent, puis ils ne se rappellent plus de rien. Tandis que quand ils sont au centre hospitalier, accompagnés de l'infirmière pivot, bien, ils ont un meilleur suivi parce qu'ils ont quelqu'un qui est là avec eux autres, ils peuvent poser les questions, puis c'est elle qui les suit de toute façon tout au long de la période
qui sont suivis pour le cancer. Donc, en plus, ça améliore l'accès aux services aux patients qui vivent dans des zones plus éloignées ou peu desservies par les soins spécialisés en oncologie. Ça facilite un suivi régulier et personnalisé des patients qui permettent aux médecins de mieux gérer les traitements. Donc, ils peuvent, au lieu de les rencontrer juste un mois plus tard ou 2 mois plus tard, on peut rapprocher les consultations avec les spécialistes. Puis aussi, c'est sûr qu'on parle de réduire le stress, la fatigue liée au déplacement. Donc, ça contribue à améliorer ou en tout cas à soutenir la qualité de vie des patients et non pas la... Là, je sais que ma collègue ici vous a montré un peu la Gaspésie, mais je voulais... Je ne savais pas. OK. Fait que c'est pas grave. Bon, je voulais juste vous montrer la réalité. Bon, la plupart de vous êtes déjà venus en Gaspésie, j'en suis certaine. Donc, vous savez que c'est quand même assez loin. Donc, ici, je veux juste vous montrer aussi le territoire gaspésien. Donc, comme je vous disais, autour de la Gaspésie, on a 4 centres hospitaliers, 4 hôpitaux. Donc, une sur le côté nord de la Gaspésie, qui est Saint-Anne-des-Monts, une à Gaspé, une à Chandler, qui est dans Rocher-Percé, puis l'hôpital de Maria, dans Baie-des-Chaleurs. Donc, se rendre à Rimouski à partir de Gaspé, c'est 4 heures 24 minutes, 382 km. Ça, c'est aller, donc il faut que tu reviennes. Puis la même chose pour Maria, donc c'est 3 heures, bon, on met 9 minutes, là, mais environ 3 heures pour aller à Rimouski. Donc, c'est sûr que les gens, quand ils vont pour un rendez-vous à Rimouski, ils ne peuvent pas faire l'aller-retour la plupart du temps dans la même journée. Se rendre là, le temps du rendez-vous, etc. Puis, il y a les conditions routières aussi, souvent, comme quand c'est l'hiver ou qu'il y a des tempêtes ou des choses comme ça, qui ne peuvent pas y aller, c'est remis. Bon, ça cause un paquet de problèmes pour se rendre là. Donc, j'avais sorti un peu de statistiques, là, les usagers qui doivent se déplacer aller-retour, donc entre 3 et 9 heures, donc entre 360 et 760 km pour des investigations ou une consultation. Donc, un usager doit se déplacer au minimum 5 fois avant de débuter le traitement. Donc, il y va une première fois, une deuxième fois, bon, etc. Donc, en 2018-2019, on a eu 2772 déplacements aller-retour pour des rendez-vous à Rimouski en onco. En 22-23, il y en a eu 3193 parce qu'on sait que les diagnostics de cancer, ça augmente. Donc, avec le vieillissement de la population, on en a de plus en plus. Donc, en 2021-2022, on avait 8 des consultations qui se sont faites virtuellement, donc au lieu que les patients se déplacent. En 22-23, on est rendu à 14 puis là, je n'ai pas les statistiques de 23-24, mais c'est sûr qu'on est encore en augmentation au sujet des consultations virtuelles. Donc, on a plusieurs problématiques. Si ça, c'est un schéma, on est là-dessus actuellement parce que on a des problèmes, c'est sûr. C'est beau envoyer les patients voir les oncologues à Rimouski ou faire des téléconsultations, puis qui restent au centre hospitalier. Le gros problème qu'on a, c'est l'accès au dossier. Donc, les médecins à Rimouski, ils font leur note au décès dans leur système. Nous autres, c'est des patients de la Gaspésie, ils sont dans le système aussi parce qu'ils les traitent comme patients, mais nous, ils sont dans nos systèmes, puis je dois vous avouer qu'on n'est pas informatisé en Gaspésie, sauf l'hôpital de Gaspé. Donc, nous autres, à Maria, c'est encore tous des dossiers papier. Donc, tout l'avènement de ça, de la téléconsultation, puis on est en train d'installer le nouveau système aussi qui est le CIO. Vous avez sûrement entendu parler, le Centre d'investigation en cancérologie. Donc, ça a amené à résoudre ces problèmes-là. Donc, là, on travaille à informatiser les dossiers de patients en oncologie, qu'on appelle les dossiers satellites, pour que les oncologues de Rimouski puissent accéder directement aux dossiers des patients de la Gaspésie. Donc, on est en train de travailler là-dessus. La mi-juin, on devrait être dans la possibilité d'avoir les dossiers informatisés en oncologie. Parce qu'actuellement, ça se fait tout papier, c'est scanné, c'est faxé, c'est réimprimé là-bas, c'est mis dans le dossier. Puis, bon, le problème qu'on a après ça, c'est d'avoir les notes au dossier des patients que les oncologues ont fait. Donc, pour le dossier d'oncologie, c'est ce que je vous avais préparé. C'est sûr que on fait de la télésanté en Gaspésie, bon, avec Rimouski à cause de l'oncologie, mais aussi maintenant, ils font des téléconsultations avec des chirurgiens spécialistes à Québec aussi, selon les types de cancer ou les types d'interventions qu'il y a eu. Donc, ils sont capables de suivre ou d'avoir un rendez-vous avant ou après avec les spécialistes à Québec.
Mais on fait beaucoup de télésanté à l'intérieur de la Gaspésie, parce que vous avez vu quand même que la Gaspésie, c'est un territoire assez grand. Donc, au lieu que les usagers se déplacent aux hôpitaux, donc on offre beaucoup de services en téléconsultation en Gaspésie même, par nos spécialistes, par nos médecins, par nos infirmières en Gaspésie. Puis on a plusieurs projets qui sont en train de se mettre en branle. D'ici l'automne, ça va être en branle. On a un, entre autres, pour l'évaluation, ça s'appelle la clinique de la mémoire. On a un neuropsychologue qui est basé à Saint-Omer. Il va pouvoir faire des téléconsultations avec les usagers qui vont se déplacer dans des centres spécifiques. Donc, on installe des cliniques à travers la Gaspésie. Bon, vous pouvez me dire pourquoi que les patients ne restent pas chez eux et qu'ils ne font pas des téléconsultations directement chez eux. Selon les patients, la capacité technologique qu'ils ont, s'ils n'ont pas de réseau Wi-Fi à la maison, on fournit des tablettes avec le cellulaire actuellement. Là, on arrive, puis le cellulaire ne fonctionne pas chez eux, donc on en revient à la solution, il faut ramener les patients dans une de nos installations. On est sûr que ça va fonctionner. Puis, mettons que vu qu'on en a plusieurs tout le tour de la Gaspésie, c'est quand même facile de les amener à une demi-heure de chez eux, dans un centre, pour être capable de faire leur téléconsultation. Donc, c'est ce qu'on est en train de mettre sur pied pour plusieurs services. Là, les services aussi des IPS, on est en train de mettre des cliniques IPS un peu partout, mais les patients vont se rendre à la clinique puis ils vont avoir une consultation avec une IPS qui peut se trouver n'importe où au Québec, là, selon les services, selon les disponibilités des IPS, vu que c'est sûr qu'il manque de personnel partout, on manque d'infirmières, donc on va essayer d'utiliser toutes les ressources disponibles. Puis ça va pouvoir se faire facilement à partir des centres qu'on est en train de mettre sur pied, donc pour être capable de faire des téléconsultations. On est actuellement dans le projet de recherche aussi du docteur Philippe Voyer, si vous en avez sûrement entendu parler, qui est avec les objets connectés à domicile pour la surveillance des symptômes des patients en insuffisance cardiaque. Donc, on fait partie de ce projet-là avec une autre région du Québec. Moi, je m'occupe du côté technologique de ces objets-là, puis les gros problèmes qu'on retrouve, c'est beau, c'est ça que je disais tantôt à Rudolph, c'est beau les objets connectés, la technologie est belle, tout ça, sauf quand on arrive en région, le cellulaire pogne une maison sur deux, donc on arrive puis on est barré là. Donc, qu'est-ce qui ne suit pas? C'est le réseau cellulaire. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un, quelque part, qui entende le message. On a besoin d'un réseau cellulaire qui couvre au complet la Gaspésie, puis pas juste la Gaspésie, ça va être la même chose dans d'autres régions, puis même en périphérie de Montréal, ça arrive des endroits où le cellulaire ne pogne pas. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un développement. Si on veut avancer au niveau de la télésanté en région, en tout cas, il faut vraiment qu'il y ait un développement là, au niveau de la couverture du cellulaire. Voilà. Mon Merci, message est Solange. fait. Alors, vous voyez, si on résume un petit peu les propos, c'est qu'on a besoin de la télésanté en région éloignée, mais la télésanté ne se rend pas obligatoirement en région éloignée. C'est une des problématiques. Je vais vous poser une question qui va vous paraître niaiseuse, mesdames, et puis après, on demandera l'avis de la foule. D'après vous, on parle depuis une demi-heure des régions éloignées, mais c'est quoi vraiment une région éloignée? Pour vous, c'est quoi une région éloignée? Solange. Bien, c'est une région qui n'a pas les mêmes services qu'on peut retrouver dans les grands centres, là, qui n'a pas tous les mêmes services, puis qui prend plusieurs heures à se déplacer, admettons, quand on veut avoir les services qui se trouvent dans les grands centres. Je ne sais pas. Docteur Marsan? Moi, dans le temps, j'ai toujours pensé qu'une région éloignée, c'était une région où il fallait faire plusieurs heures de route, que ce soit une petite route de pierre là, pour s'y rendre. Mais finalement, selon moi, c'est vraiment, comme Solange l'a mentionné, c'est un endroit où l'accès aux services est limité. Puis je pense justement à une communauté autochtone qui est tout près de Montréal, Kanesatake, qui est à 45 minutes, mais c'est une communauté en région éloignée, parce que l'accès aux services est vraiment très limité. Et dans la salle, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi une région éloignée pour vous? Oui? Moi, je pense que c'est soit une découverte, ou bien ça démontre d'accès aux services.
Un manque d'accès aux services. Je peux même accès, j'avais juste, je dirais, 1 kilomètre, je n'ai pas d'accès ou je n'ai pas de médecin sur place, je peux dire ça, c'est bon. C'est intéressant, ce n'est pas obligatoirement une question de distance, c'est simplement un manque d'accès aux services. Je crois qu'il y avait d'autres mains. Oui. Ah, bonjour. Je recommence, prise 2. Région éloignée, bon, c'est sûr que, je répète, là, je viens de la Côte-Nord, mais nous, il y a des endroits où qui ne sont même pas reliés par la route, là. Ça prend l'avion, l'aéroglisseur, l'hélicoptère pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir desservir les personnes. Donc, quand ils ont besoin de soins et de services, c'est une grosse logistique des coûts pour qu'ils puissent sortir de leur région pour pouvoir avoir accès à des services. Puis je ne parle même pas de services spécialisés, là. On parle des fois juste de se rendre à cette île pour avoir les services de base pour une pneumonie, n'est-ce pas? On n'est pas d'un gros service spécialisé. Fait que ça, moi, je considère que ça fait partie des régions éloignées. Et puis tu me disais tout à l'heure que par exemple un professionnel pouvait aller dans un centre de soins pour voir ses patients, être bloqué au centre de soins, de mettre une semaine pour revenir à son point d'origine. Et vous Oui. imaginez toute la gymnastique que ça crée derrière pour donner un accès aux soins qui normalement est permanent. Puis, ben, je vais vous redonner des exemples. Tu sais, parfois, avec les liens aussi aériens qui sont limités sur la Côte-Nord, on a des spécialistes, des médecins spécialistes qui veulent venir donner des services, par exemple. Ils vont arriver, l'avion est supposé de partir, je ne sais pas, 6h45 le matin. Finalement, le médecin est supposé d'arriver, je dis n'importe quoi, à 9h. Fait que vous connaissez ça, quand on planifie une clinique pour un médecin, c'est booké au quart de tour. L'avion arrive à 2h15, puis l'avion de retour repart à 5h. Fait que c'est des contraintes de déplacement qui ne font pas de sens ou qui sont très difficiles à gérer. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres avis, d'autres témoignages sur cette question? Oui? Derrière. Bonjour. Joël. Nous, en Outaouais, on est collés sur Ottawa pour Gatineau, puis il y a 1,3 million de personnes dans le coin, mais on couvre aussi le Pontiac, puis Maniwaki, donc c'est pas la région de l'Outaouais, c'est aussi des petits endroits qu'il faut considérer. Puis, dans le fond, j'y vais sémantiquement, là. Éloigné, c'est un participe passé. Éloigné de quoi? Comme il faudrait convenir, est-ce qu'on est... Moi, jusqu'à ce que j'entends, on peut être éloigné géographiquement, mais il faut aussi considérer, on pourrait être éloigné technologiquement, puis on peut être éloigné de services, même si on est En fait, dans un c'est ça, endroit oui. urbanisé. On est éloigné des services, tout simplement. En fait, c'est ça une région éloignée, c'est être éloigné des services. Quelle qu'en soit la cause, on est éloigné des services. Puis je suis sûr que, là tu évoquais l'Outaouais, ta région, je suis sûr que pas très loin de Montréal, on peut être aussi éloigné des services. On peut être dans une petite MRC où il y a un CLSC avec peu de professionnels, encore moins bien sûr de spécialistes, je ne parle même pas de surspécialistes bien entendu, et on se retrouve vraiment éloigné des services. J'ai une autre question pour vous, mesdames, j'espère qu'elle sera plus à votre goût. Quels sont les défis technologiques, vous en avez parlé un petit peu Solange, aujourd'hui, pour donner accès aux régions éloignées aux services de télésanté? Bien, c'est ça. Moi, ce que je vous parlais tantôt, là, c'est vraiment qu'on n'a pas accès au cellulaire dans beaucoup d'endroits. Même le long de la 132, il y a des endroits que le cellulaire ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est vraiment une barrière technologique là, qui nous empêche d'avancer au niveau des développements des projets à domicile. Là, je parle pour donner des services, offrir des services à domicile pour les patients. On cherche là, des solutions. Virtuose, qui sont les fournisseurs pour le projet en recherche avec le Dr Voyer, ils sont en train d'essayer de trouver d'autres possibilités, des solutions, parce qu'on est arrivé face à ce problème-là dès la première semaine où est-ce qu'on a été placé des équipements à domicile. Donc, il faut vraiment, parce qu'il y a des usagers que présentement, ils ont beau avoir la montre dans le bras, il n'y a aucune donnée qui est transmise actuellement tant qu'on ne trouvera pas de solution à ça. Puis, en gros, c'est ça. Puis, c'est sûr que
admettons que si les domiciles, si tout le monde avait accès à un Wi-Fi chez eux, bon, ça serait merveilleux. Donc, tu sais, on serait certain à ce moment-là de pouvoir offrir les services plus facilement. Mais on n'en est pas là encore, là. Docteur Marsan? Mais c'est ça, je pense qu'au niveau d'une communauté, quand on va au centre de santé, je pense que les centres de santé ont quand même un accès à un réseau, donc les gens peuvent se rendre là. Par contre, ce n'est pas nécessairement possible, surtout pour les patients qui sont plus vulnérables. Au niveau du transport, ça peut être difficile. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas d'ordinateur, puis qui n'ont pas, comme Solange l'a mentionné, le réseau n'est pas disponible dans leur domicile s'ils en ont un. Alors, ça rend les choses compliquées. Puis même à ça, même s'ils ont le réseau, puis ils ont leur téléphone, puis on l'a vu au début de la COVID, tout le monde, on a commencé la télésanté, puis on faisait plein de rencontres sur Teams, puis ça a pris du temps, il y avait toujours des problèmes technologiques, quelqu'un qui n'arrivait pas à se connecter. Ça va beaucoup mieux, je pense que là, on a tous compris, mais pour chaque nouvelle personne à qui on demande de se connecter pour une première fois, il y a toujours aussi des enjeux. Ça peut prendre quelques fois avant que ça... Juste pour rebondir un petit peu sur ce que dit le docteur Marsan, c'est intéressant parce que donc le CHUM fait bien sûr des téléconsultations en médecine et toxicomanie et puis dans d'autres spécialités. Et puis, on s'est rendu compte aussi que sans soutien direct aux usagers, ça ne marche pas. Oui, vous allez me dire, moi j'ai mon téléphone, moi j'ai pas de souci. C'est pas évident. Et puis, on ne parle pas obligatoirement de gens qui ont 80 ans, vous allez dire tout de suite, c'est des personnes âgées. Pas du tout. On peut avoir 60 ans et pas comprendre le fonctionnement d'un téléphone parce qu'on a un problème de littératie, parce qu'on a aussi des troubles autres qui vont rendre les choses complexes. Donc, il y a aussi quelque chose, c'est que oui, il faut avoir accès à la technique, à la technologie, il faut que les liaisons puissent se faire, mais aussi il faut avoir accès au fonctionnement de la technologie. Il faut accompagner le patient dans le fonctionnement de la technologie. Sinon, en fait, ça ne va pas marcher et les services qui sont mis en place vont tomber tout simplement, pas de pérennisation, parce qu'il n'y a pas ce soutien-là qui est mis en place. Je pense que tu voulais dire quelque chose, Marie-Josée ? Oui. Est-ce qu'on m'entend bien? Non, je m'en vais. Donc, je veux réagir à ce qui est dit. Puis, Solange, l'expérience que tu amènes, tu disais, en région éloignée, des fois, effectivement, le réseau il est difficile à avoir. Les gens, nous, ce qu'on leur propose, c'est de venir dans un centre local de santé, un CLSC, un point de service, où est-ce qu'ils peuvent y aller. Je pense que c'est une piste réelle à explorer, ces centres-là, les CLSC, pour redonner de l'accessibilité localement, puis créer des trajectoires, justement, de communication entre la première ligne locale et peut-être des services spécialisés. Il y a une cohérence, il y a une opportunité à aller chercher de ce côté-là. Puis, un autre volet que vous ameniez au niveau de la littératie numérique, où est-ce que les personnes n'ont pas tous cette facilité-là, puis un accompagnement à offrir. Il y a peut-être des nouvelles fonctions. Tu sais, c'est peut-être pas toujours le professionnel, mais pour accompagner des gens dans des consultations à distance. Alors, tu sais, je pense qu'il y a des pistes, il y a des problématiques, mais il y a peut-être des pistes qui sont intéressantes à considérer puis qui permettent justement de rallier des opportunités d'accessibilité en première ligne puis des expertises là, en troisième, deuxième, troisième ligne. Merci Marie-Josée. Est-ce que quelqu'un... Oui, le temps qu'on court vers toi avec le micro. Moi, j'ai 3 aspects de... M'entendez-vous? Oui? OK. Il y a 3 aspects au niveau des difficultés technologiques. Je suis porte-parole de certaines personnes de ma région. Ne serait-ce que pour participer à notre communauté de pratique du RQT, pour pouvoir y avoir accès, ça prend une adresse du ministère de la Santé. Alors, les communautés autochtones qui veulent mettre en place des services de télésanté ne peuvent pas bénéficier du support de la communauté du RQT parce qu'ils n'ont pas accès, parce que ça prend absolument l'adresse SSS pour pouvoir y avoir accès. Ça, c'est quelque chose qui, je crois, est à notre portée de pouvoir régler. Un autre enjeu qu'on a régulièrement, dernièrement, quand on veut mettre en place des services, on a plusieurs spécialistes qui seraient prêts à offrir des services chez nous. Et parfois, où ça bloque, c'est la signature électronique.
On doit lui dire, avec les demandes pour être légitime pour le Collège des médecins, tout ça, imprimez le document, signez-le à la main et retournez-le par la poste. On est en 2024. Moi, je ne peux pas croire qu'on ne peut pas régler ça parce que ça m'est arrivé régulièrement dernièrement d'avoir cette contrainte-là au niveau de l'établissement d'une trajectoire, parce que parfois les spécialistes se rendront pas nécessairement sur la Côte-Nord, puis il y a quand même plusieurs services. On met un plan de contingence, ils ont besoin de voir quelqu'un en vrai et tout ça, mais la signature électronique est un gros frein, et tout à l'heure, vous l'avez mentionné, les dossiers papier, puis je vous épargne les au-dessus de 28 établissements qu'on a sur la Côte-Nord, c'est papier par établissement, donc c'est une logistique d'avoir les informations à transmettre aux médecins, par exemple, qui vont vouloir faire la consultation, parce qu'ils ont besoin d'un minimum d'informations médicales. On n'a pas nécessairement les ressources pour avoir l'archiviste médical et pour pouvoir préparer le dossier et tout ça. Et ensuite, la consultation doit nous revenir. Fait que ça, c'est des contraintes technologiques. Moi, j'ai espoir qu'on mette des solutions provinciales qui pourraient être utilisées par toutes les régions. Il me semble que ça se pourrait à ce niveau-là. C'est ça. Dossier informatique, oui, voilà. C'est déjà pas mal. Ben oui, puis c'est déjà nous beaucoup. aussi, il y a plein d'endroits où le cellulaire pogne pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur ce sujet-là, précisément? Oui. Oui, je pense que tout ce qui a été dit, c'est hyper intéressant. On parle de la télésanté, mais il y a une chose aussi qu'il faut tenir compte, c'est qu'il n'y a pas toujours des ressources professionnelles disponibles pour répondre aux besoins des gens en région éloignée, que ce soit dans les territoires des Premières Nations. Oubliez ça, là, il n'y a pas toujours de médecins disponibles. Des spécialistes, bien, il y en a dans certaines régions urbaines, mais ils n'ont pas toutes les disponibilités. Alors, il y a énormément d'enjeux de transport pour se rendre dans ces centres urbains-là. Si on parle de la Basse-Côte-Nord, des fois, tu vas voir un ophtalmologiste, il faut y aller à Bécomo. Donc, il y a beaucoup d'enjeux de transport et des ressources professionnelles, soit des IPSPL ou des médecins qui vont accepter d'aller travailler dans ces régions-là ou même en téléconsultation. Puis ça prend des ententes, puis c'est beaucoup de paperasse administrative qui n'en finit plus. C'est du red tape continuellement pour être capable d'avoir accès à des services. Fait que, oui, la bande passante, oui, les technologies, ça, c'est correct, ça en prend, mais ça prend des professionnels pour répondre au bout de la ligne aussi. Oui. Alors, vous parliez de paperasse autour du sujet. Il y a aussi, par exemple, cette année, et puis on va tous vivre la visite d'Agrément Canada. Et par exemple, Agrément Canada, eh bien, sa norme n'est pas du tout adaptée par rapport aux régions éloignées parce qu'ils vont demander les mêmes standards, que vous soyez un CHU de Montréal ou une région éloignée, avec les difficultés qui sont indiquées. Et c'est une des problématiques aussi, en fait. C'est que vous évoquez le pénurie personnelle, puis là, on a vu dans la presse récemment, avec la fin du recours aux agences privées, je crois que ça met un petit peu... ça rajoute des soucis dans ces régions-là. Donc, c'est une vraie problématique. Mais je voudrais revenir aussi sur le patient. On a évoqué tout à l'heure que ne pas venir dans un établissement de Montréal pour une visite en clinique externe, ça, par exemple, ça fait 1 000 $ en moins que le patient doit payer. Mais par contre, il faut que nos établissements se mettent en capacité d'aider les patients qui n'ont pas la littératie nécessaire pour faire des téléconsultations, même si ça vous paraît, à vous, totalement naturel. Ce qui fait que, par exemple, parfois, au service de soutien télésanté du CHUM, les appels avec les patients avant une téléconsultation vidéo, ça peut durer 1 heure. Quand on appelle le patient pour lui expliquer comment ça fonctionne. 1 heure. Mais même si c'est 1 heure de temps, le patient, il n'aura pas à se déplacer. Et là, on a tout gagné. Il a tout gagné et le réseau a tout gagné. Autre question, mesdames? Ah, pardon. Vas-y. Bon, OK. Vas-y, allez-y. Est-ce que ça a été pensé, parce qu'à cause qu'on parle depuis tantôt, bon, mais les lignes cellulaires et tout, est-ce que ça a été pensé au niveau du ministère d'avoir aussi peut-être des cellulaires satellites? OK, parce que ça, déjà là, ça existe, puis en plus, avec les objets connectés, en plus que tu peux encrypter de bout à bout, puis en plus, il envoie juste le ID à une plateforme X, est-ce que ça a été pensé?
Alors, je vais envoyer directement la question au ministère, parce que je n'ai pas, Ok. j'ai pas la réponse. Mais c'est vrai que quand vous connaissez, par exemple, la technologie Starlink, par exemple, via satellite, avec l'entreprise d'Elon Musk, ben oui, c'est une possibilité maintenant qu'on passe par d'autres. Et je pense que pour ces régions-là, il n'y aura pas d'autre choix que d'aller avec... Puis même notre région aussi, là, au Ouais. Bas-Saint-Laurent, Ouais, c'est la que même d'aller chose. avec ces technologies-là qui sont différentes du standard ordinaire qu'on trouve en ville. Mesdames, j'ai une question pour vous. Excuse-moi. Oui, Désolée. J'avais encore autre chose à rajouter au Vas-y. niveau de la technologie. Excusez-moi. C'est pour partout dans la province, mais ça nous touche particulièrement en région éloignée, la littératie de lecture. Hein. On ne parle même pas juste de la littératie numérique. On a eu une formation dernièrement au niveau de l'écriture simplifiée qu'on appelle, et on avait environ 50 quelques % de la population qui était en difficulté de lecture. Et sur la Côte-Nord, on est au-dessus de 60 %. Fait qu'on passe à côté d'environ beaucoup trop de personnes, en fait, quand nos plateformes numériques ne sont qu'écriture. On n'a pas de façon que ça leur lise, on n'a pas de support visuel pour faciliter l'accès à l'information. Moi, ça m'inquiète. Et le texte, j'ai fait l'exercice après la formation parce que j'ai été un petit peu, je dirais, traumatisée parce que je me disais, on passe vraiment à côté de plusieurs personnes et le niveau de littératie que nos textes demandent, qui sont sur nos sites, sont tellement élevés, ça demande une formation universitaire ou un niveau universitaire souvent pour les comprendre, alors qu'on devrait viser une 3e année, 4e année du primaire. Fait que ça aussi, je pense que c'est des choses sur lesquelles on a accès actuellement. une autre question? Oui, j'ai juste une autre question. Ça a bien tombé que j'avais un micro. Quand on parlait des différents types d'éloignés tantôt, puis ça vient amener à la question que j'avais, c'est qu'on oublie qu'on est des fois éloigné culturellement. Puis je trouve ça très important comme praticien, si on veut être de bons champions, d'avoir une perspective d'inclusivité. Puis le petit point rouge sur la communauté d'Akwesasne, il est venu me chercher parce que je demeure près, puis c'est une communauté que je tiens à cœur, puis j'ai des amis qui demeurent là. Qu'avez-vous fait ou avez-vous des bonnes pratiques que vous avez mises en place pour pouvoir non seulement mobiliser ces communautés-là, mais maintenir l'engagement par la suite puis l'adhésion? En plus, ça fait le lien avec la question que j'allais poser, parce que j'allais justement poser sur le problème culturel autour de la technologie et puis des soins via la technologie. Puis j'ai une anecdote à vous dire, puis ça rebondit. Ce n'est pas une communauté culturelle, mais moi, je me rappelle la première téléconsultation auquel j'ai participé en 2013, déjà. C'était avec le CIS de la Naudière. À l'époque, c'était le C3S de la Naudière Nord, exactement. Et c'était donc en CHSLD, une personne âgée avec des troubles du comportement. Et l'équipe clinique sur place avait dit, ça ne marchera jamais votre affaire, ça ne marchera jamais, elle a des troubles de démence, non, non, non. Et les gérontopsychiatres avaient dit, ça peut marcher. Donc il y a eu la téléconsultation, et là on va parler de culture justement, de notions, puis tout ce qu'on peut imaginer autour des patients. La personne âgée, donc, pendant la téléconsultation, elle n'a pas eu de trouble de démence, ça s'est très bien passé. Pourquoi? C'est parce qu'elle a cru, et c'est intéressant parce que là on est dans le vécu qui est derrière, dans notre cerveau, c'est qu'elle a cru qu'elle passait à la télé simplement, elle a cru qu'elle était une vedette un peu, et du coup, alors que l'équipe clinique imaginait que ça allait être terrible, en fait, elle a laissé le soin, entre guillemets, la téléconsultation se faire, et ça a été très pertinent. Ce qui veut dire que l'approche qu'on doit avoir par rapport à l'état clinique, affectif, mental du patient est très, très important. Et puis là, donc, ça renvoie les communautés autochtones et le numérique, comment on peut trouver des moyens d'amener ces communautés à essayer d'utiliser ce qui peut leur apporter donc des soins, mais ce qui n'est pas évident tout de suite, parce que ce qui pouvait être imaginé pour une personne âgée, peut-être que c'est aussi pour une communauté, les cliniciens pourraient dire non, ils vont répondre négativement. Je voudrais vous entendre sur ce sujet. Moi, je peux y aller. Allez-y, docteur Marceau. Je pense que la chose la plus importante avec les communautés autochtones, puis avec d'autres communautés aussi, c'est vraiment de miser sur il faut tisser des liens avec les membres de la communauté, avec les gens avec qui on va travailler. Alors, il faut vraiment qu'il y ait une connexion. Il faut aller sur le territoire, voir un peu quelles sont les installations, comprendre un peu les enjeux, parce qu'une fois qu'on a compris
ceux quand on va être sur Teams, puis on va faire notre évaluation, puis qu'on comprend ce qu'ils nous disent, c'est comme si ils le voient tout de suite, et puis il y a un meilleur engagement de leur part aussi. Puis, ce qui est intéressant, puis ce qu'on a remarqué, c'est que Teams, c'est quand même une barrière. Hein? C'est plus difficile de bien connecter avec la personne devant nous. Mais on a quand même trouvé des façons. Puis justement, d'avoir tissé des liens avec les intervenants qui accompagnent le patient, le fait que le patient voit qu'on a cette connexion-là, bien déjà, il est moins méfiant. Ça aide énormément. Le fait qu'on invite le guérisseur à faire partie de l'entrevue aussi, puis de savoir un peu de toutes les ressources qui sont disponibles dans la communauté, que ce soit un groupe qui fait un retour sur le territoire, qui va à la chasse une fois par mois, de connaître toutes ces petites activités-là, puis d'en parler durant la rencontre, ça aide ça aussi. Puis je dirais, une dernière chose, souvent, quand on fait nos entrevues, on pose nos questions, on écrit en même temps. En Teams, on ne fait pas ça. On écoute. Et puis, on écrit nos notes après. Puis cette façon, en faisant ça, je vois vraiment qu'il y a une grosse différence. Oui, allez-y, Solange. Aussi, c'est que, parce qu'on a déjà fait des démarches là, avec la même communauté, nous autres, au niveau de la cancérologie, puis ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'eux, ils sont très, très, très connectés ensemble. Donc, si ton coup, tu le réussis avec le premier patient, ça va savoir, puis ça va beaucoup les encourager, puis ils n'auront pas peur parce qu'ils vont dire, bon, bien, si elle, ça a fonctionné, moi, ça va. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. Eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, il faut être certain de ne pas rater notre coup les premières fois. Il faut être sûr quand on y va que tout est organisé puis que ça va fonctionner pour ensuite pour les prochains. Ouais. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle par rapport à ce qu'il vient d'être dit? Est-ce qu'il y a des témoignages? Auriez-vous déjà faim? En fait, donc on voit, ce que vous avez évoqué, Dr Marsan, c'est au départ l'accompagnement des communautés autochtones. On ne balance pas un projet comme ça, il faut aller sur place, il faut vraiment se connecter avec eux. Mais j'oserais vous dire, avec n'importe quel patient, il faut pouvoir se connecter. Oui? Donc, le concept de proche aidant et les tierces personnes autour du patient, dont le nom indique qu'il a une maladie, qu'il n'est pas en état de prendre soin de lui-même, ça devient de plus en plus important. Et même la littératie des proches aidants commence à être aussi importante que la littératie des patients. Ce qu'on observe, j'ai découvert très récemment qu'il y avait au Québec un observatoire sur la proche aidance et qu'on a même légiféré sur le sujet. Il y a une loi sur les proches aidants. Donc, je pense que dans les prochaines années, autant qu'on s'occupe du patient ou de notre usager lui-même, il va falloir aussi s'occuper de l'écosystème du patient, que ce soit dans les communautés autochtones ou autres. Le problème se pose d'avoir des gens qui ont une connexion avec le patient, qui sont en relation d'aide et de soutien au patient dans son milieu de vie. Donc, je pense que ce serait une piste de solution pour le futur. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages sur cette problématique de la sécurisation culturelle autour des communautés autochtones ou d'ailleurs d'autres populations? Parce que dans les régions éloignées, il y a des communautés autochtones, mais il y a aussi toute autre sorte de patients. C'était pour un autre sujet. Si tu veux. Puis, c'est à plus petite échelle présentement, fait que ça ne pose pas vraiment problème. Puis, je ne suis vraiment pas un spécialiste de tout le financement. Mais je me demande si à long terme, il n'y a pas des enjeux de financement aussi. Après avoir lu une étude qui parlait du wrong pocket, c'est-à-dire qui parlait d'un cas en particulier, télépathologie par exemple, puis qui remarquait que les centres, les plus petits établissements étaient défavorisés dans des situations où que les activités de télésanté se faisaient ailleurs. Fait que par souci de ne pas double facturer, certaines fois, là, par exemple en télépathologie, l'hôpital devait avoir l'usager 3 ou 4 jours, par exemple, là, un hôpital en région, continuer à y offrir des services, mais avec zéro financement, puisque l'activité était facturée par un centre tertiaire. Puis je me demande si à long terme, des situations comme ça, en voulant, bien,
sais, au final, le ministère était gagnant, l'usager évitait un déplacement, puis il y avait un service de qualité puis de proximité. Le centre tertiaire aussi pouvait faciliter son offre de service. Les médecins spécialistes aussi étaient avantagés parce qu'ils avaient accès aux technologies puis une certaine optimisation du travail. Mais les seuls perdants là-dedans, c'était les plus petits établissements qui, eux, avaient un effort à faire pour intégrer la nouvelle technologie, en plus de ne pas avoir le financement. Puis même ce qu'ils avaient remarqué aussi, c'était certains médecins spécialistes déménageaient ou changeaient, plus que c'est rendu plus facile de l'offrir par un centre tertiaire. Fait qu'ils perdaient aussi toute la spécialité qu'il y allait avec. Là, mais, Alors, c'est intéressant ta question, parce que quand on met en place un corridor de soins, c'est un lien entre deux établissements. Et là, il va y avoir la mise en place, dans quelques temps, de la tarification à l'activité. Et là, qui paye quoi? Qui va recevoir quoi? Celui qui donne le soin, celui qui met tout en œuvre pour que le soin soit donné. C'est une problématique, en effet, que tu amènes, qui n'est pas anodine du tout, parce que les établissements des régions éloignées sont plus demandeurs. Et ceux qui offrent le soin, ce sont les autres établissements. Donc, qui recevra le financement dans le cadre d'une tarification d'activité? C'est une très bonne question que tu poses, en fait, je trouve. Moi, j'aurais... Est-ce qu'il y a d'autres réponses par rapport à tout ce qui est sécurisation culturelle? D'autres questionnements? Témoignages? Non? Moi, j'avais une question à poser autour des objets. Aujourd'hui, tout le monde parle d'objets connectés. Il y a les services d'hospitalisation à domicile qui se mettent en place dans toute la province. Ça devient les objets connectés. Les objets connectés, c'est un peu le nouveau paradis des systèmes cliniques que l'on invente. Et puis, j'évoque même pas l'intelligence artificielle qui arrive derrière. Ma question c'est, en dehors de ce que vous avez évoqué technologiquement parlant, le fait que si ça ne capte pas, la question est réglée. Est-ce que c'est une bonne idée d'équiper les patients d'objets connectés qui vont émettre, si le côté technologique et donc il n'y a plus de souci à ce niveau-là, est-ce que de l'autre côté de la chaîne, les cliniciens vont pouvoir interpréter tout ce flux permanent de données? Oui, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des méthodes, il faut qu'il y ait des procédures. Bon, le matin, j'ouvre mon ordinateur, je regarde qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit, j'ai mes 5 patients, etc. Ils font. Actuellement, c'est des soins à domicile, donc c'est les infirmières à domicile ou infirmières à domicile qui vérifient chaque matin avant de partir sur la route, voir s'il y a des alarmes, des choses comme ça qui ont été détectées chez les patients qui suivent. Je vous dirais, ce que j'ai expérimenté, parce que j'ai visité une quinzaine de domiciles, parce que je suis obligée de retourner, parce que, comme exemple dans ce projet-là, c'est les infirmières à domicile qui installent l'équipement chez le patient, en plus de leur charge de travail à elles, qui ont déjà. Puis, ils n'ont pas les connaissances nécessaires non plus. Ils disent, bien, c'est facile à installer, tout ça. Sauf que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ils ne sont pas capables de le régler. Fait que ça prend du support technique, absolument. Puis c'est ce qu'on n'a pas. Comme moi, je couvre toute la Gaspésie là, au niveau du support technologique. Puis aller à Grande-Rivière, ça me prend 2 heures. Donc, puis je ne peux pas y aller dans la demi-journée où est-ce que je suis. Puis, mettons, vu que ce n'est pas un service non plus essentiel à la vie du patient, parce que les infirmiers à domicile sont quand même là s'il y a un problème. Puis le téléphone existe toujours aussi. Donc, sauf que quand je vais visiter les patients, moi, j'amène ma tablette, je leur montre qu'est-ce que l'infirmière, elle voit sur sa console. Là, voyez-vous, elle voit votre fréquence cardiaque, elle voit ci. Puis là, ils comprennent. Ah, mais c'est pour ça, c'est ça que ça me donne de porter ma montre. Puis là, ils sont beaucoup plus adhérents. T'sais, là, ils comprennent que c'est pas juste un bidule qu'ils ont dans le bras puis qu'ils transmettent, ils ne savent pas trop quoi. Fait que là, ils voient vraiment l'utilité, puis ils adhèrent mieux à utiliser ces objets-là. Donc, il y a de l'éducation à faire beaucoup. C'est pas juste je vais connecter ça, tu mets ça dans ton bras, la balance est là, tu embarques sur la balance à tous les matins. Non, il faut vraiment aller plus loin que ça avec les patients. Il y a des vidéos qui avaient été faites pour les patients, qu'on leur demande d'aller regarder, mais ils n'ont pas d'équipement à la maison pour regarder les vidéos de toute façon. Il faut que quelqu'un aille. Il y a une préparation. Si on veut qu'il adhère et que le service fonctionne comme il faut, il y a une préparation à faire avant. Tu installes l'équipement. Il faut qu'il y ait un suivi quand même assez... En tout cas, pour là, parce qu'on débute dans ces projets-là, là, je vous dirais, pour ne pas manquer le bateau avec ça, puis parce que ça va se parler dans la population, « Ah, ça ne marche pas, ces affaires-là, blablabla. » Mais on ne veut pas que ça soit ça qui se dise. On veut plutôt, « Hey, c'est une bonne solution pour toi, grand-maman, pour toi. » Bon.
Fait qu'il faut vraiment mettre les ressources nécessaires. Donc, nous autres, un pilote technologique pour toute la Gaspésie, c'est sûr, c'est pas assez. Pour les nouveaux projets, pour les soutenir, ce qui est déjà en place. Donc, je pense que si on veut que ça fonctionne, il faut mettre les ressources nécessaires pour... oui. Docteur Marsan? Ben, je pense que les objets connectés, ce qui est le fun, c'est qu'on a des données en temps réel. Puis là, je vais peut-être dire des bêtises parce que je n'utilise pas les objets connectés en médecine des toxicomanies, mais moi, ce que ça vient, je me pose comme question, c'est bon, si on a des données en temps réel, 24 heures sur 24, puis là, il y a une alarme, ben, qu'est-ce qu'on fait pour ce patient-là qui est en région éloignée? Comment on fait pour... Faut qu'il y ait un service de garde, faut qu'il y ait un suivi. C'est les questions que je me pose. Ce qui veut dire qu'il faut créer tout un écosystème, en fait. Mm-hmm. Et un écosystème qui commence par quelqu'un qui vient à la maison expliquer comment ça fonctionne et non pas garrocher, on va dire ça comme ça, l'objet connecté en disant « vous inquiétez pas, c'est facile, ça va marcher ». En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, et puis j'analyse ça comme ça, c'est que dans nos établissements, nous n'avons pas le personnel qui fait ce pont-là. L'infirmière est là pour donner des soins aux patients. Elle n'est pas là pour expliquer le fonctionnement d'objets, de Teams, tout ce qu'on voudra. C'est ça. Et puis après, ce que vous évoquez, docteur Marsan, c'est que si jamais il y a une alerte rouge sur un tableau de bord électronique, qui va la gérer? Ce qui veut dire qu'en fait, si je comprends bien, puis on arrive un petit peu à la fin de la table ronde, c'est que aujourd'hui, donc, la télésanté doit aller aux régions éloignées, mais la télésanté ne se rend pas toujours aux régions éloignées et qu'il faut mettre en place tout un écosystème clinico-technologique pour que les régions éloignées puissent bénéficier de la modernisation des soins. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Qu'est-ce qui se passe? Les régions éloignées, puis dites-moi arrêtez-moi si je dis des niaiseries. Population qui vieillit, problème de rétention des professionnels, ce qui veut dire qu'on n'a pas d'autre choix que de moderniser l'écosystème clinico-technologique si on veut que les personnes qui vivent dans ces régions puissent continuer à y vivre avec des soins de santé tout à fait corrects. Donc c'est vraiment, il faut réinventer en fait un écosystème clinico-technologique pour ces patients-là. On arrive bientôt à la fin. Est-ce que, Solange, 2 minutes pour clôturer, et puis après, docteur Marsan. Oui. Oui. Tout à fait, c'est vrai, on n'y pense pas, mais sans électricité, notre système, aussi beau soit-il, ne fonctionnera pas. Solange, le mot de la fin pour vous. Je vais juste rectifier là-dessus parce que, admettons, le système qu'on a actuellement aux maisons, aux objets connectés pour les maladies insuffisance cardiaque, ça fonctionne à batterie. Il y a une batterie sur la tablette, le routeur, ça fait qu'on a un 12 heures d'autonomie, ça fait que même s'il manquait 4 heures d'électricité, tout fonctionnerait quand même, parce que ça fonctionne via le cellulaire, le routeur, il y a une batterie, la tablette a une batterie. Donc, ça peut fonctionner même s'il n'y a pas d'électricité pendant un petit bout. Okay? Donc, ça, c'est correct. Puis, pour l'interprétation justement des données qui sont transmises, comme selon les maladies, comme nous, on est en insuffisance cardiaque. C'est sûr, les gens ne sont pas en train de mourir. Là, je veux dire, c'est pas s'ils sont trop malades, ils rentrent à l'hôpital. Donc, c'est vraiment pour faire une surveillance. Puis, s'il y a des problèmes, oui, les infirmières à domicile reçoivent des alertes sur leur téléphone, ils reçoivent des alertes sur leur tableau de bord. Mais oui, c'est sûr que si on en a, là, on n'en a pas beaucoup, on a une vingtaine de patients actuellement avec des objets connectés. Mais c'est sûr, si on prévoit faire un bassin plus grand que ça au niveau des soins à domicile, ça va prendre du personnel qui va surveiller puis qui va appeler, êtes-vous correct, avez-vous quelque chose? Puis on a aussi, avec eux, il y a une application pour le proche aidant aussi. Ça s'appelle Proximité sur son téléphone. Donc lui, il peut suivre son grand-père ou son père ou son proche avec son téléphone. Il voit s'il n'a pas pris ses médicaments, il voit, etc. Ça fait que je pense qu'il faut absolument impliquer aussi, comme tu parlais tantôt, un proche aidant avec ces personnes-là pour que le soin à domicile fonctionne bien. Ça prend quelqu'un dans la famille ou à côté qui va surveiller.
Docteur Marsan, un mot de la fin, puis après on passera la parole à la salle s'il y a des dernières questions. Au niveau de la télésanté, je pense que c'est une belle avenue pour vraiment faciliter l'accès. Il y a plein de belles choses qui sont en train de se développer, mais je pense que c'est toi qui l'as bien dit, au niveau qu'il faut qu'il y ait un écosystème qui suive puis qui soutienne tous ces projets-là si on veut que ça devienne pérenne. Alors, mais c'est bien excitant. Oui. Est-ce que tout le monde entend Jawad? Parce que... Merci Marie-Joëlle. Merci. Alors, juste pour compléter, l'objet connecté, normalement, il faut aller avec des objets connectés qui sont médicaux. Donc, il ne faut pas aller avec des objets qui sont, par exemple, une montre qui offre des mesures. Pourquoi? Tout simplement parce que les objets médicaux, ils sont homologués. Et autre chose, les mesures qu'ils offrent doivent être aussi homologuées. Donc, ça, c'est un point que j'ai ajouté. Merci. Est-ce qu'il y a des derniers commentaires dans la salle, des questions? Du tout. Ben écoutez, moi je voulais remercier Solange Gagné puis le docteur Stéphanie Marsan de s'être prêtés à cette table ronde sur les régions éloignées. Et puis, je voudrais qu'on garde aussi à l'esprit que quand on dit régions éloignées, avant de vous envoyer tous manger, parce qu'on m'a dit qu'il faut les envoyer tous manger après, n'oubliez pas non plus que région éloignée, c'est en fait quoi? C'est pas être éloigné obligatoirement géographiquement, c'est en fait avoir une absence de service. Ce qui veut dire que ça peut être à 30-40 km de Montréal parfois. Et puis parfois, se rendre à Montréal pour une consultation, ça ne prend pas autant que chez toi, mais ça prend 1h30, 2 heures, parfois aller-retour 4 heures, la journée est morte. Et que nos patients, et puis on sait bien qu'on consomme des soins, surtout dans la fin de sa vie, ce qui veut dire qu'il faut mobiliser des gens pour accompagner et tout. Donc les soins de santé, la virtualisation des soins doit permettre d'améliorer, mais à condition de créer un écosystème clinico-technologique qui soit favorable à la mise en place de ces soins de santé. Je voudrais que vous applaudissiez nos deux panélistes.